Bonjour à tous, nous continuons donc ces cours sur les applications linéaires, donc le chapitre 17. Et donc aujourd'hui on va se concentrer sur le théorème du rang et les applications de ce théorème. Alors, partout ici, donc, on va considérer que l'espace grand E est un espace vectoriel de dimension finie et qu'on a une application linéaire, petit f, donc de grand E vers un autre espace vectoriel, grand F. La notion de rang, donc là cette fois-ci, ça va être le rang d'une application linéaire. Alors on a déjà défini la notion de rang pour un système, de rang pour une matrice, de rang pour une famille de vecteurs, et bien maintenant c'est une quatrième notion de rang, et très bientôt vous allez voir que toutes ces notions se rejoignent en une seule même notion de rang, et donc ce sera beaucoup plus facile à appréhender de façon globale. Voilà, mais bon, pour ça il faudra retourner un petit peu sur les matrices et faire le lien avec les applications linéaires, on verra ça plus tard. Donc, revenons sur la définition du rang d'une application linéaire. Donc, le rang d'une application linéaire, c'est la dimension de son image. Voilà. On le note rang de f, pour l'application linéaire f, et donc la dimension de l'image, donc le rang de f, c'est la dimension de l'image de f. Alors, l'image de f, c'est l'ensemble des images des vecteurs de l'espace grand E, donc un sous-espace vectoriel, c'est ce qu'on a démontré, de grand F. L'image de petit f est incluse dans grand F, on a même démontré que c'était un sous-espace vectoriel, l'image de f, c'est pour ça qu'il a potentiellement une dimension. Et donc si grand F est de dimension finie, dans ce cas-là, eh bien le rang de grand F est donc inférieur ou égal à la dimension de l'image. Voilà, ensuite, deuxième remarque, si on se donne une base bêta, pardon, pourquoi tout ça se souligne, je ne sais pas, si on se donne une base bêta E1, En, une base de l'espace vectoriel grand E, et bien dans ces cas-là, l'image de f est engendrée par la famille f de E1, f de N. Ça, c'est ce qu'on avait démontré un peu plus tôt, donc je remonte, c'est à la proposition 19, je remontais, on y arrive, voilà. Donc la proposition 19 disait bien que si la famille grand F était génératrice de petit e, donc si on prend une base, bien entendu on a une famille génératrice, alors f de bêta est génératrice de im de f. Voilà. Donc on utilise cette propriété-là, et je redescends, on va y arriver, voilà. Et donc, si on prend donc une base bêta E1, En de grand E, l'image de f est engendrée par la famille des images de cette base, ici, et donc le rang, qui est la dimension de l'image, est égal donc à la dimension de vect de f de E1, f de N. Ce qui s'écrit donc le rang de f égale rang de la famille f de 1, f de N, puisque le rang d'une famille, c'est la dimension de l'image engendrée par cette famille. Mais cette famille, c'est une famille de n vecteurs. Donc puisque c'est une famille de n vecteurs, la dimension de l'espace vectoriel engendré par une famille de n vecteurs est au plus égale à n. Donc comme n c'est la dimension de l'espace qu'on s'est donné grand E au départ, eh bien le rang de f est donc inférieur ou égal à la dimension de E. Alors on vient de voir qu'il est inférieur ou égal à la dimension de E, on vient de voir qu'il est inférieur ou égal à la dimension ici de f, donc il est inférieur ou égal au 2, et donc même au plus petit des deux, c'est la même chose. Donc le rang de f est inférieur ou égal au minimum de dim de E, dim de f, propriété que j'aurais pu entourer, que j'aurais certainement entouré si j'avais été au tableau en cours. Voilà. Alors maintenant, un petit peu plus subtil, on a des équivalences. Le rang de f est égal à la dimension de E, si et seulement si l'application f est injective. Alors, pourquoi ceci ? Eh bien, le rang de f est égal à la dimension de E, donc ça équivaut à, en revenant ici, à dire que le rang de f, donc qui est la dimension de vect de f de 1, f de n, donc ça équivaut à dire que en fait, quand on passe de cette égalité-ci, c'est-à-dire celle-ci, à l'inégalité qui est en dessous, ça signifie donc que la famille f de 1, f de n engendre un espace vectoriel qui est égal à la dimension de E, donc qui contient exactement n vecteurs. Donc ça veut dire que la famille qui contient n vecteurs engendre un espace vectoriel de dimension n.
Eh bien ça, c'est parce que ça signifie que cette famille est libre ou liée. Je vous laisse réfléchir un instant. Donc c'est parce que cette famille donc est libre. Alors on va revenir sur ce qu'on avait vu un petit peu avant. Donc F injective, vous voyez, je crée un petit peu de suspense, je m'améliore. Je remonte donc à nouveau à une propriété précédente qui disait donc que voilà, la famille f de bêta est libre si et seulement si l'application f est injective, hein, c'est le petit 1 ici. Donc on redescend. Et donc on a bien l'équivalence f injective si et seulement si le rang de f est égal à la dimension de E. Deuxième équivalence, pareil, j'aurais dû encadrer chacune de ces deux équivalences. Donc deuxième équivalence, le rang de f, c'est la dimension de l'espace d'arrivée grand F. Alors, mais dans ces cas-là, donc rang de f, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré. Pardon, excusez-moi, plutôt le rang de f, c'est la dimension de l'image. Donc ça veut dire que l'image de f, l'application linéaire f, qui est un sous-espace vectoriel de grand F, en fait, c'est donc égal à grand F. Donc, ça veut dire que, pour remonter à nouveau, voilà, donc que l'image qui est engendrée par l'image d'une base de grand E, donc on s'est donné bêta, une base de grand E, l'image de cette base f de bêta, eh bien f de bêta donc est génératrice de l'espace grand F si et seulement si petit f est surjective. On sait que f de bêta est génératrice de l'image, mais elle est génératrice de tout l'espace si et seulement si l'application est surjective. Donc en redescendant, on retrouve bien l'application est surjective si et seulement si l'image de l'application linéaire f, c'est l'espace grand F tout entier, et si c'est l'espace grand F tout entier, la dimension de l'image, c'est-à-dire le rang de f, est donc égal à la dimension de l'espace tout entier. Alors, maintenant qu'on a énoncé ça, on va passer à un lemme vraiment important qui donne un isomorphisme. Alors, donc, le lemme dit la chose suivante, donc on se donne une application linéaire petit f, de grand E vers grand F, et on se donne E', un sous-espace vectoriel qui est supplémentaire de quart de f. Donc c'est un supplémentaire dans l'espace de départ grand E du noyau de quart de f. On sait que le noyau de l'application linéaire est un sous-espace vectoriel de grand E. Donc ceci peut s'écrire, petit e s'écrit comme somme directe, enfin grand E, pardon, s'écrit comme somme directe du noyau de f et donc d'un supplémentaire qu'on a choisi. Attention, il n'y a pas unicité du supplémentaire. Il n'y a pas unicité du supplémentaire, mais E' et im de f sont isomorphes. Donc c'est ce qu'affirme la proposition. Alors d'ailleurs, s'il n'y a pas unicité du supplémentaire, si on réfléchit un petit peu, ça veut donc dire que si on choisit un autre supplémentaire, il est isomorphe lui aussi à l'image de f, et puisque l'isomorphisme entre espaces vectoriels est une relation transitive, c'est même une relation d'équivalence, ça signifie donc que tous les sous-espaces vectoriels supplémentaires d'un noyau, par exemple, eh bien, sont tous isomorphes les uns aux autres. Bon, je ferme la parenthèse, c'est une conséquence, mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est que un supplémentaire quelconque du noyau est isomorphe à l'image. Alors, isomorphe à l'image, petit rappel, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il existe un isomorphisme entre les deux sous-espaces vectoriels, donc qu'il existe une application bijective, une application linéaire bien entendu, mais bijective entre ces deux sous-espaces vectoriels. Alors descendons sur la preuve. Donc on veut prouver qu'il existe une application linéaire bijective. Alors comme à chaque fois qu'on veut prouver qu'il existe quelque chose, eh bien il faut le donner. Donc il faut le donner, on va le décrire, et donc on va considérer une application phi. Et puis, on va voir donc dans les prochaines minutes là que phi effectivement répond bien à la question. Elle fait ce qu'on a envie qu'elle fasse, c'est-à-dire que phi est une application linéaire bijective entre E' et l'image de f. Alors phi fait quoi? Eh bien un vecteur x de E'. Donc E', rappelez-vous, c'est un supplémentaire du noyau dans grand E. Donc le vecteur x qui est dans E' est donc lui aussi dans grand E. On peut bien entendu lui appliquer petit f, l'application linéaire, et puisque puisque l'image de x est f de x est bien entendu
un élément de l'image de f. L'image de f étant l'ensemble des images de l'application petit f. Donc, grand phi est bien défini. Il faut toujours se poser la question sur les applications, est-ce qu'elles sont bien définies? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ambiguïté. X, un vecteur de E'x, on associe f de x, on va bien dans l'image de f, et il n'y a pas d'ambiguïté sur l'image, il n'y a pas plusieurs images possibles non plus. Je dis que phi est linéaire. Oui, il faut une application linéaire. Alors pourquoi est-ce qu'elle est linéaire? Eh bien, parce que, en fait, x est un vecteur de E', donc un vecteur de E, eh bien, l'image de x est f de x, et f est une application linéaire. Donc, en fait, phi est une restriction de petit f au sous-espace vectoriel E'. Petit f étant linéaire, eh bien, phi est linéaire, tout simplement. Une combinaison linéaire de vecteurs de E' peut être vue comme une combinaison linéaire de vecteurs de E. Donc l'image par petit f de cette combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images, vues comme des vecteurs au départ de E', et les images, elles, sont dans l'image de f. Alors maintenant, il faut démontrer, c'est le point le plus important, que phi est bijective. Donc injective et surjective. Pour l'injectivité, on va donc prendre un vecteur du noyau. Pourquoi? Parce qu'on avait démontré que l'injectivité d'une application linéaire équivalait au fait que le noyau était restreint au vecteur nul. Donc on prend un vecteur x qui est dans le noyau de l'application grand phi, donc x est dans E', ça signifie donc que phi de x est le vecteur nul, mais phi de x c'est f de x. Puisque f de x est le vecteur nul, ça signifie donc que x appartient au noyau de l'application f, x appartient au noyau de f, mais aussi à E'. Or, par définition, E', on l'a pris comme un supplémentaire du noyau de f. Donc l'intersection entre les deux sous-espaces vectoriels, c'est le vecteur nul, et donc le noyau de f est restreint au vecteur nul, x c'est le vecteur nul, il n'y a que le vecteur nul dans le noyau, et donc petit f est injective. Eh bien j'ai fait une erreur, je m'en rends compte en lisant, phi est injective. Ensuite, pour la surjectivité, donc on va prendre un vecteur de l'image de f, et il faut démontrer qu'il a un antécédent dans E' par l'application grand phi. On prend un y dans l'image de f, si y est dans l'image de f, par définition, on traduit ce que ça signifie, donc il existe un antécédent petit x dans E par petit f, tel que f de x égale y. Comme l'espace grand E est somme directe de E' et de ker de f, donc on va décomposer ce vecteur x maintenant qui est dans E comme somme d'un vecteur de E' et somme d'un vecteur de ker de f. Donc x' est dans E' et x seconde, j'aurais dû l'appeler x0, est dans le noyau ker de f. Donc x égale x' plus x seconde, et donc le vecteur y qui est égal à f de x, est donc égal à f de x plus x'. On utilise la linéarité de f, ça nous donne f de x' plus f de x, f de x' plus f de x' plus x seconde. C'est donc f de x' plus f de x seconde. X seconde est dans le noyau de f, donc f de x seconde est nul, il va rester f de x'. On a donc y égale f de x'. Mais comme le vecteur x' est dans E', eh bien f de x' c'est aussi phi de x'. Donc phi de x' est égal à f de x', qui est égal à y. Ainsi, y a bien un antécédent dans E' qui est x', et donc, puisque n'importe quel vecteur y de l'image de f a un antécédent par phi dans E', ça signifie que phi est surjective. Phi est injective, phi est surjective, phi est bijective, c'est une application linéaire bijective, on a bien un isomorphisme entre les deux espaces vectoriels. On peut donc maintenant arriver au théorème du rang, et donc énoncer le théorème du rang. Si on considère une application linéaire petit f d'un espace vectoriel grand E vers un espace vectoriel grand F, où l'espace grand E est de dimension finie, alors la dimension de E est égale au rang de f plus la dimension du noyau de f. C'est une égalité donc, qui a lieu dans grand N, ce sont des entiers naturels, et donc ça va pouvoir nous permettre de travailler sur les dimensions des sous-espaces vectoriels. C'est une égalité, on ne peut pas espérer obtenir mieux qu'une égalité. Alors démontrons cette égalité. Donc,
on sait que le noyau, on considère le noyau ici, est un sous-espace vectoriel de f. Le noyau de l'application petit f, est un sous-espace vectoriel de E. Grand E est de dimension finie, donc le noyau est de dimension finie, et il admet un supplémentaire E' dans grand E. On va donc écrire grand E égale E' plus sa somme directe avec le noyau. La dimension de E est donc égale à la somme des dimensions, puisque ces espaces vectoriels sont en somme directe. Donc la dimension de E, c'est la dimension de E' plus la dimension du noyau, mais E', d'après la proposition précédente, le lemme précédent, est isomorphe à im de f. Donc, pour des raisons de dimension, la dimension de E' est égale à la dimension de l'image de f. On a donc que la dimension de E' est égale à la dimension de l'image de f, qui est égale au rang de f. On va donc remplacer ici la dimension de E' par le rang de f, et on obtient l'égalité dimension de E égale rang de f plus dim de quart de f, et c'est terminé. Alors voyons maintenant quelques applications de ce théorème, quelques conséquences de ce théorème. Donc la seule hypothèse qu'on avait, c'était que l'espace de départ était de dimension finie, donc maintenant on va considérer le cas où l'espace d'arrivée, entre guillemets, grand F, est lui aussi de dimension finie. Alors, si on a une application petit f, donc linéaire de grand E vers grand F, le rang de f est inférieur ou égal au minimum des deux dimensions. Bah oui, on l'avait déjà énoncé, mais on le retrouve avec le théorème du rang, parce que, je reprends le théorème du rang, le rang de f, c'est donc dimension de E, moins la dimension du noyau. Donc c'est forcément plus petit que la dimension du noyau. Et puis comme le rang, on reprend bien entendu sa définition, le rang est plus petit que le rang, c'est la dimension de l'image, l'image est incluse dans l'espace grand F, donc le rang, dimension de l'image, est inférieur ou égal à la dimension de grand F, donc on retrouve que c'est plus petit à la fois que dim de E et que dim de F. Le rang de F est égal à la dimension de E. Alors on l'avait déjà énoncé, ça équivalait à F injective, mais on retrouve, grâce au théorème du rang, cette remarque de tout à l'heure. Donc le rang de f est égal à la dimension de E, ça signifie qu'il y a égalité ici. Donc ça signifie, c'est équivalent à dire que la dimension du noyau est nulle. Dimension du noyau nul équivaut à le noyau restreint au vecteur nul, et ça équivaut à f injective. Et puis de même, le rang est égal à la dimension de f, donc là on n'a plus besoin du théorème du rang pour prouver ça, pour réfléchir. Le rang est égal à la dimension de l'image, puisque le rang c'est la dimension de l'image de f, que l'image de f est incluse dans grand F, ça signifie donc que l'image de f est égale à grand F, ça signifie étant une équivalence. Et si l'image de f est égale à grand F, on sait que ça équivaut à l'application petit f surjective. Maintenant, un autre sous-cas, on va supposer en plus que la dimension de l'espace de départ et d'arrivée sont les mêmes. Donc dans ces cas-là, le rang est inférieur ou égal à la dimension de E qui est égale à la dimension de F. Bien. Le rang est égal à la dimension de E si et seulement si, l'application est injective. Je remonte un tout petit peu, pardon. Le rang est égal à la dimension de E si et seulement si l'application F est injective. Et le rang est égal à la dimension de F si et seulement si l'application F est surjective. C'est ce qu'on a ici. Donc, si on regroupe maintenant ces deux remarques, ces deux conséquences, le rang de f qui est égal à la dimension de E et à la dimension de f, donc si à égalité de dimension, le rang de f est égal à la dimension de E si et seulement si f est surjective. Mais si et seulement si f est injective, et donc si et seulement si elle est bijective, parce que si elle est injective, alors elle est surjective, si elle est surjective, alors elle est injective, donc si elle est l'une des deux, alors elle est bijective, et évidemment, réciproquement, si elle est bijective, alors elle est injective et surjective. Donc on se retrouve avec une situation quand même très particulière et vraiment très simple par rapport à tout ce qu'on avait démontré, c'est-à-dire que quand on travaille dans des espaces vectoriels de dimension finie et de même dimension, donc espace vectoriel de départ, espace vectoriel d'arrivée, tous les deux de même dimension,
deux dimensions finies, dans ces cas-là, on a une équivalence entre l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité. Alors, ce qui nous intéresse en général, c'est de démontrer la bijectivité. Et donc, dans ce cas-là, très souvent, on va plutôt s'intéresser à l'injectivité parce que c'est le plus simple. Il suffira de démontrer que le noyau est restreint au vecteur nul. Mais j'insiste, c'est uniquement quand les espaces de départ et d'arrivée sont de même dimension, de dimension finie. Mais ça, c'est un corollaire qu'on va utiliser, la proposition 25, là, qu'on va utiliser très très souvent, parce qu'on va très souvent travailler avec des espaces au départ et à l'arrivée qui seront de même dimension. Alors, cas des endomorphismes, eh bien voilà, c'est un cas qu'on a déjà rencontré, et les endomorphismes, puisque l'espace de départ et l'espace d'arrivée, en fait, c'est le même espace, eh bien ici, donc on va retrouver le résultat qu'on a vu juste précédemment. Donc le noyau, bien entendu, est un sous-espace vectoriel de E, mais l'image aussi est un sous-espace vectoriel de E. On a toujours le théorème du rang qui dit que la dimension de E, c'est le rang de F plus la dimension du noyau. Et donc on a les équivalences, donc l'injectivité de F, ça équivaut à la dimension du noyau qui reste un vecteur nul, ça équivaut, d'après le théorème du rang, à la dimension de E qui est égale au rang de F, mais le rang de F c'est la dimension de l'image, donc ça équivaut à dimension de E égale im de l'image de F. Ça équivaut à E égale im de F, puisque im de F est inclus dans grand E, et ça équivaut à dire que l'application est surjective. Donc, dans le cas des applications linéaires de E dans E, donc dans le cas des endomorphismes, l'injectivité est équivalente à la surjectivité, et est équivalente à la bijectivité, bien entendu. Enfin, pour terminer, un dernier cas très particulier, c'est le cas d'applications linéaires que sont les formes linéaires. Donc là, on quitte le domaine des endomorphismes, puisqu'on a des formes linéaires. Donc l'espace d'arrivée, c'est le corps. La dimension de l'espace de départ, on dit toujours que c'est n, mais par contre, la dimension de l'arrivée, la dimension du corps sur lui-même, c'est 1. Donc là, on quitte les cas un peu précédents. Par contre, raisonnons. L'image de F est donc un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée, donc de K. K est de dimension 1. Un sous-espace vectoriel de dimension 1 a donc une dimension égale à 0 ou 1. Donc le rang de F, la dimension de l'image, est inférieur ou égal à 1, c'est 1 ou 0. Et donc deux cas se présentent. Le cas pas très intéressant, mais bon, on sait jamais, on peut tomber dessus, le rang de F est égal à 0. Ça signifie donc que, par définition, la dimension de l'image de F est égale à 0. Donc, l'image de F, c'est le vecteur nul. Donc, tous les vecteurs sont envoyés vers le vecteur nul. L'application F, c'est l'application nulle. Bon, c'est pas très intéressant, mais on sait jamais, ça peut arriver, il n'y a plus grand chose à faire. Par contre, cas fréquent, beaucoup plus intéressant. Le rang de F est égal à 1. C'est-à-dire que le rang de F, en fait, c'est le corps tout entier. Donc tous les vecteurs du corps ont au moins un antécédent. Et donc dans ces cas-là, la dimension de l'image est égale à 1. L'application est donc surjective. Conclusion temporaire, une forme linéaire non nulle, donc on exclut le cas 1, est donc surjective. Et on a de plus, donc dans ces cas-là, grâce au théorème du rang, la dimension du noyau, c'est n-1. Donc le noyau est un hyperplan de l'espace grand E au départ. Conclusion, on vient de démontrer que le noyau, donc la proposition 26, le noyau d'une forme linéaire non nulle est un hyperplan, j'ai pas précisé, un hyperplan de l'espace de départ. Proposition qu'on va très souvent utiliser pour démontrer que certains sous-espaces, certains ensembles sont des espaces vectoriels, et bien on va les considérer comme des noyaux de forme linéaire non nulle, et dans ce cas-là, on pourra tout de suite immédiatement dire que ce sont des hyperplans, et donc en plus on pourra annoncer leur dimension, donc leur dimension sera égale à la dimension de l'espace, moins 1. Voilà, on verra quelques conséquences rapides dans une prochaine vidéo de ce qu'on a vu précédemment. Bonne relecture et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.